J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Amis pirates, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à Pavillon Noir, la libre chronique de votre serviteur, le lieutenant Sturm. Cette chronique est, comme vous le constatez, exceptionnellement déplacée à ce jeudi, car j'ai souhaité hier soir prendre le temps d'examiner le vote à l'Assemblée nationale du projet de loi de révision constitutionnelle, vote qui avait lieu en fin d'après-midi et dont les résultats, ainsi que le texte, étaient connus en début de soirée. Bon, j'ai regardé, j'ai vu, hélas. Et j'ai vu tout d'abord ce que vous avez pu constater également, à savoir un hémicycle pour le moins clairsemé, des députés des deux camps et des deux bords absents, des votes mal enregistrés, non enregistrés, parfois mal pris en compte, ce qui doit nous rappeler que le constat premier de cet État est que c'est un chaos permanent. Bon, la loi est passée, enfin le projet de loi est passé, et il n'est pas passé tout seul. J'ai ensuite vu la droite parlementaire voler au secours de François Hollande, ce qui démontre d'ailleurs un renversement complet du jeu politique autour de cette question. Car, en fait, de projet de loi, on atterrit sur un projet de désordre. La gauche unie, totalement désunie, la droite totalement contre, devenue à moitié pour. On assiste finalement à quelque chose qui a pour objectif, cette loi, ce projet de loi de la révision, à être un entonnoir stratégique qui vise à engluer le plus longtemps possible le débat politique. La fameuse union sacrée que nous venons d'évoquer, qui était portée au nu en novembre dernier, débouche sur une discorde généralisée et des désaccords qui traversent toutes les formations politiques. Rien de mieux pour régner, n'est-ce pas ? C'est merveilleux. 4 mois et demi de débat, donc. 4 mois et demi sur la seule déchéance de nationalité. Vous savez, celle que j'avais qualifiée de la déchéance pour tous, qui a été pour personne, puis pour les nationaux, les binationaux, l'oncle à la tante à Jules, les nains de jardin, enfin bref. On aurait aimé, et ça je ne cesserai de le répéter, on aurait aimé en voir autant, et voir autant de débats acharnés sur les solutions à apporter, par exemple, au chômage, des petites choses dans ce genre, ou à l'immigration, à la crise économique qui redouble et qui devient une crise systémique. On aurait aimé voir effectivement des débats enflammés avec des propositions diverses et variées. Triste spectacle d'une classe politique entièrement invalidée et qui mène des batailles navales dans des verres d'eau. Et alors cette loi ? Eh bien, cette loi, elle est vraiment... ce projet de loi, il est vraiment impressionnant. L'article 1er fait 6 lignes, et l'article 2, celui d'ailleurs sur la déchéance de nationalité, fait 3 lignes et demie. Waouh 4 mois de guerre parlementaire pour 9 lignes de texte, et 9 lignes de texte qui plus est non votées et non encore validées. Car, et c'est bien le pompon, il ne faut pas l'oublier, ce projet de loi va partir au Sénat pour examen. Gérard Larcher, le pachydermique président du Sénat, a déjà prévenu. Compte tenu du travail en cours au Sénat, le projet n'aura pas le temps d'être examiné avant début mars. Et c'est parti pour les navettes, qui, je vous le rappelle, entre le Sénat et l'Assemblée nationale, ne sont pas limitées ni dans le temps ni dans le nombre. Le ping-pong peut donc durer très longtemps. Au mieux, on peut compter sur une réunion du Parlement, si tout se passe bien, vers le mois de juin à Versailles, pour un vote d'un projet qui sera forcément remodelé, reficelé. D'ici là, l'état d'urgence aura été sûrement reconduit entre-temps et arrivera à échéance de renouvellement. Comme ça tombe bien, quel bon calcul. Tous ces discours autour de la sécurité de l'état d'urgence, qui n'engagent que des positions de principe et qui ne changent rien à cette oligarchie au pouvoir, occupent un terrain médiatique énorme et occultent, surtout, le naufrage incroyable de ce gouvernement
et de cette opposition, hein, dont je vous rappelle qu'elle contrôle des régions, qu'elle est donc censée aussi œuvrer pour l'emploi, le bien-être, la sécurité de nos concitoyens. Occulte donc l'échouage effroyable de toute cette classe à gérer notre pays et à le sauver de la catastrophe. Quand il s'agit de sécurité, on le voit bien, hein, d'état d'urgence, exit les paysans, exit les migrants, exit les taxis, exit les chômeurs, exit la déflation, exit la violence, etc., etc. On appelle cela l'agenda politique. Et d'ailleurs, il colle derrière un agenda médiatique. Cet agenda politique s'enseigne dès la première année de Sciences Po, histoire de mettre dans le bain et de donner le pli au futur hiérarque. Bref, comme si tout cela ne suffisait pas, la grande tragicomédie sécuritaire, à cette grande tragicomédie sécuritaire, on a ajouté un théâtre de boulevard, puisqu'on nous propose, en effet, depuis le début de la semaine, un vaudeville fatigué et recyclé, mais comestible, pour la presse aux ordres, hein, je vous rappelle que maintenant, presse aux ordres, vous écrivez ça en un seul mot, ça va plus vite, dont le titre est « Remaniement 3, on recommence ». Voilà. Alors on recommence, on refait un remaniement, on sait pas trop, il y en a qui partent, il y en a qui sont désavoués, il y en a qui briquent déjà la place de gens et encore chaude, etc. Alors on avait effectivement, on avait Taubira d'ailleurs qui est parti et qui a pris un peu d'avance, hein. Taubira qui était quand même le symbole, qui reste pour moi en fait le symbole, la quintessence du renoncement. Je vais peut-être vous surprendre, mais ce n'est pas son gauchisme larvé gouvernemental qui m'a irrité le plus chez elle. Car ce gauchisme de bobo, ce gauchisme de salon, en fait c'est tout ce qui lui reste à la Taubira. Non, moi ce qui m'a heurté vraiment, si je fais le bilan de la vie et de cette femme, c'est le renoncement permanent et la soumission toujours plus conséquente à l'ordo oligarchique. Parce que pour régner, pour avoir le droit de régner ou avoir une parcelle de règne, comme elle l'a eu, il faut plier, il faut payer, il faut se soumettre. Peu se souviennent, et il faut le dire sans acrimonie, peu se souviennent que le combat de Madame Taubira a commencé, le combat politique a commencé par un engagement farouche dans les rangs de l'indépendantisme guyanais, lorsqu'elle était jeune, avec son mari d'ailleurs. On peut penser ce qu'on veut de cet engagement, mais c'est à mes yeux le plus cohérent et le plus, entre guillemets, noble. Je ne peux pas dénier à de jeunes gens de 20 ans la volonté de trouver l'indépendance de leur pays à plusieurs milliers de kilomètres d'une métropole dont ils ne se sentent pas proches ni culturellement, etc., etc. Ça, c'est un combat qui pouvait être louable, sur lequel on pouvait s'opposer, mais qui avait quelque chose de louable, en tout cas qui pouvait résonner. Mais partir de ce combat radical et enraciné en quelque sorte, hein, pour finir comme nantis, habitant dans des immeubles HLM de la ville de Paris, en y ayant logé plus de 13 personnes de sa famille, ministre plein aux as, va-t-on dire, corrompu, nanti, tout ça montre à quel point le système est capable de liquéfier toutes les formes d'opposition. Et à ce titre, le cas Taubira est assez emblématique d'un certain parcours d'inféodation qui touche finalement toutes les composantes militantes et politiques de ce pays, y compris dans nos rangs d'ailleurs. Hein. Rappelez-vous du cas Pelletier, rappelez-vous de tout un tas de cas de gens partis de positions très radicales sur le plan national et identitaire et qui ont fini dans l'auge de la droite parlementaire, voire même pour certains ayant franchi toutes les étapes dans l'auge de la gauche de pouvoir. Taubira dehors, c'est au tour de Fabius. Hein, on nous l'annonce au Conseil constitutionnel. Bon, outre les rumeurs les plus folles hein, qui courent depuis un an et demi sur son état de santé, on l'a vu avoir des malaises, etc. On raconte qu'il est touché par Alzheimer. Enfin, ouais. Ce ne sera pas le premier dans ce gouvernement, ça c'est une petite pique. Hein. La prise de présidence par Fafa hein, est symbolique à plus d'un titre. Hein. Parce que, tout d'abord, parce que avec le scandale du sang contaminé et les 5000 hémophiles morts du sida il y a une vingtaine d'années, par la faute directe de Fabius, il ne devrait pas être là. Ça en dit long d'ailleurs sur ce qu'est la politique dans ce pays. Ensuite, parce que
Cette nomination, c'est tout à fait... elle révèle complètement le fait du prince. À savoir que c'est un choix présidentiel, le choix de Hollande. Encore une fois, milieu des priorités des Français et des préoccupations des Français qui s'arrogent le droit de reclasser ses petits copains dans des organes inamovibles à l'approche d'échéances dont ils risquent de faire les frais. Ensuite encore, parce que le Conseil constitutionnel est, je vous le rappelle, l'organe institutionnel en France qui est garant de la conformité des lois avec la Constitution. Non. Vous pouvez rire. Et vous avez bien compris qu'en pleine réforme constitutionnelle, nommer un copain à l'organe de contrôle de la Constitution relève de la farce intersidérale, mais non, c'est la réalité. Enfin, Fabius au Conseil constitutionnel, c'est parfait. C'est parfait puisque, depuis le début des problématiques de l'état d'urgence, le Conseil constitutionnel n'a jamais aussi mal tenu son rôle de contrôleur et de régulateur des activités de l'État, se prononçant d'ailleurs incompétent, se déclarant incompétent notamment, sur les assignations en résidence. On pourrait en rire, comme je le disais il y a 2 secondes, si ça ne ressemblait pas de plus en plus à une forme de coup d'État progressif, par petites touches, des 3e couteaux sur leur tour. On place les copains, on vote des petites choses à droite à gauche, et puis on encercle, par des lois... par des restrictions rapides de libertés individuelles et collectives, on encercle finalement la liberté. Enfin, avec Fabius, Hollande n'a pas fait le plus dur. Il doit nommer encore plusieurs ministres, probablement aussi des secrétaires d'État, et c'est loin d'être facile. Je faisais la réflexion en écrivant cette chronique, je me disais, en fait, il me fait de plus en plus penser à Domenech pendant la Coupe du Monde de foot en Afrique du Sud. Il n'a plus un seul joueur en réserve et plus personne n'a envie de descendre du bus pour aller jouer. Il va sûrement et probablement aller taper du côté des soi-disant écologistes dissidents, les savonnettes Cos, Placé, De Rugy, dont la servilité ne trompe même plus les journalistes, tant leur retape et la lèche qu'ils ont fait hier à l'Assemblée étaient nauséabondes. Enfin bref, ça va servir à quoi tout ça ? À rien du tout, à meubler le vide sans fond de l'inaction gouvernementale. En fait, on s'en tape de ce remaniement. Encore une fois, Hollande montre là toute la déconnexion qu'il a avec la réalité de notre vie, de celle des Français. Mais pour la forme, on reviendra dessus dans les semaines à venir, ne serait-ce que pour voir et pour rire, pour savoir qui a succombé à l'appât du poste malgré... le bateau en train de couler, malgré le fait que le bateau coule. Sinon, et pendant ce temps-là, pendant toutes ces séquences cinématographiques de l'État, on a arrêté et détenu un général français à la retraite, général Picmal, 75 ans, pendant 48 heures à Calais. Et je voudrais vous dire 2 mots de cette affaire sur laquelle j'ai une vue assez, on va dire, assez baroque. D'abord, hélas, il était bien entendu que cette manifestation finirait mal, car elle avait été interdite, et cette interdiction avait été demandée par le couple hystérique, qui est composé du maire de Calais, Madame Bouchard, des Républicains, et par Étienne Desplanques, le bien nommé sous-préfet, et directeur de cabinet d'ailleurs, du préfet du Pas-de-Calais. Ces interdictions ont un objectif... qui est finalement de rendre impossible la mesure de l'état chaotique de cette ville et de cette région. Pourquoi ? Parce qu'il faut voiler l'incapacité gouvernementale à Calais, son incapacité à agir, et il faut masquer également la totale impéritie, la totale inaction de Madame le maire des Républicains à aider ses administrés. Il y a donc un double intérêt à la fois du gouvernement et de l'opposition à virer ceux qui viennent éclairer la situation chaotique de la ville de Calais et le désastre humain qui en découle pour nos compatriotes. C'est-à-dire, en gros, nous, on est à peu près les seuls à le faire, excepté l'extrême gauche, mais qui, elle, vient le faire toujours pour l'autre. Jamais pour les siens, toujours pour l'autre. Dans ce chaos, donc, le général Picmal, 75 ans, valeureux soldat de Légion étrangère, avait annoncé sa venue. Je pense qu'il avait bien compris qui faisait quoi, il y avait plusieurs associations, il en a peut-être suivi une.
Il a été arrêté de belle manière, avec une volonté d'ailleurs qu'on aimerait retrouver ailleurs dans nos banlieues ou auprès des délinquants en col blanc, hein, à la Cahuzac. On aimerait toute cette volonté, toute cette virilité dans l'arrestation. Et il a été conduit sans ménagement par des planques, hein, en détention. Certains disent d'ailleurs qu'il a essuyé quelques coups au passage, raison de son transport à l'hôpital et du renvoi de son procès au mois de mai. Que s'est-il passé? Alors aussitôt, on fleurit sur les réseaux sociaux navrés, excusez-moi de le dire, pathétiques. Je suis Picmal, je suis général, soutien au général Picmal, des pages d'ouverture de dons, des signatures, des pétitions, j'en passe, c'est les meilleurs. Qui ont toutes débouché, quelques jours après, sur une battue en retraite de la part du même général, chez Bourdin, le matin, sur RMC, hein, qui a dit, voilà, je ne savais pas que c'était telle et telle association qui organisait, je me désolidarise totalement, non, la France n'est pas submergée, etc., etc. Stupeur et tremblement dans le microcosme FAF, et on est reparti sur l'attitude opposée. Traître, mollasson, faible, vendu, régimiste, blablabla, blablabla. Hein, on a tout lu. On a lu exactement toutes les insultes qui avaient succédé à toutes les louanges. Alors, je vais vous livrer mon sentiment là-dessus. Picmal, tout le monde le cherchait à en faire un symbole, mais pour tous ceux qui croiraient encore à une icône militaire préparant ou invoquant un putsch, hein, moi je vais vous le dire très simplement, je ne suis pas Picmal. Et je ne suis pas Picmal pour la bonne et simple raison que en France, il n'y aura pas de putsch et l'armée n'ira pas et ne volera pas au secours de ce pays et de ses concitoyens. D'abord, pour une raison très simple, c'est que, et qui n'a rien d'ailleurs à voir avec finalement la chose militaire, c'est que les soldats de la génération de Picmal, et on a lu quelques messages d'autres généraux, je pense au général Tauzin, général Dary, général Cambournac, etc. On lâche de leurs artères. Je n'ai rien contre la génération des anciens. Je suis moi-même fils d'officier général, et mon père a à peu près le même âge que ses camarades. Mais tous ces braves gens ont tous peu ou prou eu 20 ans dans les années 60, et c'est à cette époque-là qu'ils auraient dû réagir. Je m'explique. J'ai un cousin éloigné qui était curé dans les années 60, en 1969 à Caen, et qui est décédé sous les coups de marteau d'un immigré maghrébin auquel il s'était opposé alors que celui-ci entreprenait de violer une jeune fille. Il était tué à coups de marteau à la tête. Quelques manifs, des hurlements, quelques mobilisations, mais finalement rien de transcendant. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Eh bien, tous les gens de cette génération-là ont continué pendant 40 ans à voter à droite ou à gauche d'ailleurs, sans jamais à un moment remettre en cause, et pourtant il y avait déjà des démonstrations sanglantes, je viens de vous en donner un exemple, il y avait déjà de quoi s'inquiéter et de quoi tirer la sonnette d'alarme. Tous ces braves gens ont continué à voter gaulliste, post-gaulliste, tout ce que vous voulez, ou centre-gauche, etc. 40 ans aussi, pour le général Picmal et les autres, à se composer une carrière magnifique sur les théâtres d'opérations extérieures, hein, les petites balades exotiques loin de la métropole, pour les éloigner un peu, voilà, avec un peu d'argent, des honneurs militaires, etc. Je leur reproche absolument pas, j'ai même beaucoup de respect pour les faits d'armes que ces braves gens ont entrepris, mais pourquoi aujourd'hui, un Picmal se révolterait-il plus qu'hier, plus qu'avant-hier, plus qu'il y a 20, 30 ou 40 ans? Il y a dans ce mode de fonctionnement de l'armée quelque chose qui appartient au régimisme. Ça n'est pas une insulte, c'est un système de fonctionnement. Voilà. Pour qu'ils gardent leur cohérence interne, les soldats ont besoin d'une verticalité de l'ordonnancement. Pas de bol, il y a des crapauds à la tête. Eh bien écoutez, ils préfèrent suivre des crapauds que de tout perdre. On m'objectera d'ailleurs que du côté des capitaines, des commandants et des lieutenants-colonels, la gronde, le ton monte, ça gronde, la grogne grandit. Ouais, bon, enfin, là aussi, hein, moi j'aurais tendance à penser que les carrières sont belles et que le menton et le regard clair, ça s'habille aussi de certitude.
J'en ai croisé beaucoup, j'ai de la famille, comme je vous l'ai dit, j'ai fréquenté les lycées militaires également. Je sais que tout un tas de gens sont bien persuadés d'avoir fait du bon boulot en Afghanistan, en Mali ou ailleurs, alors qu'on peut objecter qu'ils aient servi malheureusement de supplétifs à l'armée américaine. Et puis finalement, dans un monde de chaos et de précarité, la situation de soldats est, malgré les risques dramatiques qu'ils peuvent encourir, mortels, qui font partie du métier, est finalement assez stable. Alors, très souvent, Picmal et ses jeunes condisciples préféreront vivre dans l'illusion d'une France qui n'existe plus, ou se lamenter de la voir s'effondrer plutôt que d'agir. Mais le plus intéressant dans cette affaire, ça reste que Picmal, et le général Picmal, a bien entendu, été arrêté sur ordre. Hein, on l'a bien vu, les images, on voit une vingtaine de policiers en civil, entourés par des gendarmes, foncés et exfiltrer le général Picmal de la manifestation, très tôt d'ailleurs. Hein, on entend même sur certaines vidéos des ordres fusés, il faut le sortir, il faut le sortir. Bon. C'est très symbolique, cette action est très symbolique parce qu'elle s'inscrit dans une suite logique et je pense que est consciente de la part des services de l'État, qui est de couper les forces de police et de gendarmerie du peuple de droite, hein, qui est le dernier bastion de son soutien. C'est la dernière partie de la population dans laquelle on éduquait encore les jeunes avec dis bonjour à monsieur l'agent, etc. Toutes ces sornettes qui ont vu dans des manifs pendant des années des droitards gueuler la police avec nous sans jamais comprendre qu'on ne peut pas mordre la main qui nous nourrit et que voilà, on ne sert pas de maître. Mais ce qui est très intéressant, c'est que depuis la Manif pour tous, hein, je vous rappelle que c'est toute une même unité de temps, parce que la Manif pour tous, c'est le début du quinquennat. Hein. Donc en très peu de temps, en quelques années, la police et la gendarmerie ont réussi à être en désamour d'une grande partie du peuple de droite, ce qui fait que, n'ayant eu jamais le soutien du peuple de gauche, aujourd'hui nous avons une police-gendarmerie qui se retrouve très esseulée, souvent haïe, détestée, et qui finalement n'a plus qu'un seul endroit où tourner ses yeux et pleurer, c'est vers l'autorité de l'État. Et donc en fait on est en train de dessiner une police politique, aux ordres seuls d'un État et d'un état d'urgence qui viendrait la légitimer. Voilà. Et là, ça c'est très intéressant parce qu'on franchit une étape. Détesté de tous, aux ordres de l'État, c'est un scénario qu'on a vu et revu dans tout un tas de régimes autoritaires à la dérive. Voilà pour cette affaire Picmal qui n'aura pas beaucoup de suite et qui finalement est plus symbolique que réellement mobilisatrice. Alors tout ça, ça a bien occupé toute cette semaine, ça a bien gonflé les titres des journaux, ça nous a bien tenus en haleine, ça nous a bien fatigués aussi. Et pendant ce temps-là, le plus important, je crois, c'est qu'en l'espace de 2 chroniques, celle de mercredi dernier et celle d'aujourd'hui, 10 paysans se sont suicidés. Et ça, amis pirates, chers auditeurs, c'est, je crois, le plus déchirant et le plus important. Alors, avant de vous laisser, je vous dirais que, je vous rappellerai ce mot du prince antique, il faut considérer toute chose grave avec légèreté et toute chose légère avec gravité. Je crois que plus que jamais en ces temps de chaos, il est important pour nous de discerner entre le théâtre médiatico-politique et ce qui véritablement est de l'ordre de l'horreur, de la dégradation et de la maladie. Et pour l'instant, on assiste encore à beaucoup de théâtre. N'oublions pas l'essentiel, n'oublions pas les paysans, n'oublions pas nos compatriotes à Calais et continuons à lutter. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine.